procureur vient de confirmer que le corps d'Agnès avait été retrouvé, calciné. Il a été retrouvé à environ 3 kilomètres ici, hein, d'ici 3 kilomètres à 3 kilomètres du collège où elle avait été vue pour la dernière fois mercredi après-midi. C'est dans cette salle que débutera dès mardi matin le procès de l'assassin présumé d'Agnès Marin au palais de justice du Puy. Un procès classé sensible par le ministère de la Justice. Lundi matin, la brigade canine départementale du Rhône a investi le tribunal. Kenzo, le chien renifleur, cherche des armes et des munitions dans la salle d'audience. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une affaire terriblement bouleversante. Une tragédie qui a marqué à jamais les esprits, celle d'Agnès Marin. Cette jeune fille pleine de vie et d'avenir a vu son existence brutalement fauchée dans un contexte où elle aurait dû être en sécurité, un pensionnat. Ce crime atroce, commis par un adolescent du même établissement, soulève de nombreuses questions. Comment un tel acte a pu se produire? Quelles erreurs ont été commises? Et surtout, pourquoi? Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, et de liker et de partager cette vidéo. Et puis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. Agnès Marin était une adolescente de 13 ans, vive, curieuse et dotée de grande sensibilité. Originaire de l'Est de la France, elle venait d'arriver au collège-lycée Cévenol, un internat situé au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Elle y voyait une opportunité de changement, de renouveau, un espace où elle pourrait s'épanouir. Ses parents la décrivaient comme douce, généreuse, attentive aux autres. Elle adorait la lecture, l'art, la musique et surtout le cinéma. Une jeune fille pleine d'empathie, qui rêvait d'un monde meilleur. Elle portait souvent un petit carnet sur elle dans lequel elle écrivait ses pensées, ses ressentis, et ce journal intime témoignera plus tard de ses angoisses, mais aussi de son espoir. Le collège Cévenol est une institution protestante réputée, fondée après la Seconde Guerre mondiale. Il prône l'ouverture d'esprit, la bienveillance, l'accueil de jeunes de tout horizon. Ce cadre éducatif, à première vue exemplaire, allait pourtant devenir le théâtre d'un drame abominable. Le pensionnat accueillait aussi bien des élèves français qu'étrangers. Il misait sur la responsabilisation des jeunes, l'absence de barbelés, une certaine liberté. Mais cette philosophie humaniste a-t-elle, dans ce cas, permis l'infraction du mal? Le meurtrier d'Agnès, Mathieu Moulinat, était âgé de 17 ans au moment des faits. Peu de temps avant son arrivée au pensionnat, il avait été mis en examen pour un viol commis sur une autre jeune fille. Cette agression s'était produite quelques mois plus tôt dans un autre département. Ce qui est profondément troublant, c'est que cette information n'avait pas été communiquée à l'établissement. Mathieu avait pourtant été autorisé à poursuivre sa scolarité dans un cadre éducatif classique, malgré les charges lourdes qui pèsent contre lui. Il suivait un traitement, était encadré, mais personne, ou presque, n'était informé de son passé récent. Agnès et Mathieu se sont rapidement rapprochés. Au sein du pensionnat, les relations sociales se nouent très vite, notamment lorsqu'on partage les repas, les veillées, les temps libres. Agnès voyait en Mathieu quelqu'un de différent, de mystérieux. Elle avait, selon ses écrits, une forme d'affection pour lui. Il était plus âgé, plus expérimenté et semblait attentionné. Mais très vite, elle commence à se sentir mal à l'aise. Mathieu devient instable, contradictoire. Il alterne entre séduction et agressivité, présence et distance. Agnès, de nature sensible, commence à noter ses inquiétudes dans son journal. Le mercredi 16 novembre 2011 commence une journée banale, une journée presque anodine dans le petit village tranquille du Chambon-sur-Lignon, au collège-lycée Cévenol. Les élèves se lèvent comme d'habitude, se préparent, prennent leur petit déjeuner au réfectoire dans le silence encore brumeux du matin. L'ambiance est studieuse, calme, presque monotone. Rien, absolument rien, ne semble présager la tragédie qui s'apprête à se jouer. Agnès, comme à son habitude, se rend en cours. Elle est ponctuelle, attentive,
impliquée. Ses professeurs la remarquent ce jour-là comme étant normale, ni euphorique, ni inquiète, ni absente. Elle participe en classe, déjeune avec ses camarades et retourne ensuite à ses activités prévues au sein de l'établissement. Dans ses habits divers, elle n'éveille aucun soupçon, aucune alarme. C'est une journée qui ressemble à toutes les autres, mais dans l'ombre de cette normalité apparente, une autre réalité se prépare. Mathieu, de son côté, a une idée fixe. Dans sa tête, le plan est déjà tracé. Il sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas un accès de rage, ce n'est pas une impulsion irréfléchie, c'est un acte calculé, méticuleusement planifié. Il a pris avec lui un couteau, un briquet, ainsi qu'une bouteille contenant du liquide inflammable, très probablement de l'essence ou un autre combustible. Le soir venu, vers 18h30, alors que le soleil est déjà couché à cette période de l'année, Mathieu convainc Agnès de le suivre et lui propose une balade dans les bois, prétextant vouloir discuter avec elle à l'écart, dans la nature. Peut-être qu'il lui a promis des excuses ou qu'il a évoqué un sujet personnel important, toujours est-il qu'elle accepte. Peut-être par confiance, peut-être par curiosité, peut-être par compassion. Il quitte discrètement l'internat et pénètre dans la forêt environnante. Le lieu est connu des élèves, c'est une zone boisée à quelques centaines de mètres du bâtiment principal, souvent utilisée pour les promenades ou les sorties en nature. Mais ce jour-là, ce sera le décor d'un crime d'une rare barbarie. Les détails qui émergeront plus tard sont terrifiants. Dans un coin isolé, invisible de tous, Mathieu passe à l'acte. Ligote, viole et poignarde 17 coups de couteau, puis la frappe avec une violence inouïe et verse de l'essence sur son corps, encore vivant ou tout juste inanimé. Il met ensuite le feu, provoquant une combustion lente et atroce. Le feu effacera une grande partie des preuves, rendant les conclusions médico-légales difficiles, mais pas impossibles. Pendant ce temps, à l'internat, le personnel commence à remarquer l'absence d'Agnès. L'appel du soir n'est pas marqué. Elle ne revient pas dîner, ni ne rejoint sa chambre. Très vite, une première alerte est donnée. Des éducateurs, des surveillants et même certains élèves se mettent à sa recherche dans l'obscurité croissante de la campagne. Les heures passent, l'angoisse monte. Vers 22h, l'inquiétude est telle que la gendarmerie est prévenue. Une disparition inquiétante est officiellement déclarée. Un périmètre est établi, des battues sont organisées. En 2011, je venais d'arriver depuis quelques semaines à la brigade des recherches d'Issingeau. Mon patron me demande de le rejoindre au lycée du Sénol, puisque la gendarmerie était saisie de la disparition d'Agnès. Les bâtiments sont perchés au milieu des montagnes, entourés de forêts, il n'y a aucune clôture, c'est ouvert à tout vent. On y rentre, on y sort tout à fait librement. Les environs du pensionnat sont fouillés, des lampes de torches balayent les arbres, les chemins et les buissons. Mais la nuit est froide, dense, et l'espoir d'une fugue ou d'un simple escapade commence à s'estomper. Le lendemain, le 17 novembre 2011, vers 11h du matin, un corps calciné est retrouvé dans une clairière. C'est ici, au lieu dit Beaujeu, à 3 km du collège, que les gendarmes ont retrouvé hier le corps d'Agnès. Vers 18h30, ils ont transporté sur les lieux le principal suspect, accompagné de son avocat, et ensemble, ils ont ratissé tout un périmètre pendant 1 heure, mais cela n'a pas permis dans un premier temps de retrouver le corps. Les gendarmes ont alors poursuivi leurs recherches et ont finalement localisé les restes calcinés d'Agnès vers 20h30. Le principal suspect, lui, est toujours en garde à vue, une garde à vue qui va se poursuivre jusqu'à la mi-journée. Il sera ensuite transféré au parquet de Clermont-Ferrand qui a dorénavant la charge de ce dossier. C'est là que le procureur tiendra une conférence de presse à 17h. La scène est insoutenable, il faut du temps pour l'identifier. Les vêtements, le visage, les effets personnels, tout est détruit. Les forces de l'ordre procèdent à une relève minutieuse. Des traces de combustion, des résidus chimiques et surtout des éléments inquiétants indiquant une volonté claire de dissimuler le crime. Très rapidement, Mathieu est interpellé. Confronté à des contradictions, il finit par avouer, sans grandes émotions, sans signe visible de remords. Il raconte ce qu'il a fait. Il le dit froidement, comme s'il décrivait une routine. Pour les enquêteurs, ce comportement est particulièrement alarmant. Ce 16 novembre 2011, date tristement mémorable, restera comme un symbole glaçant, celui de l'innocence brisée, de la confiance trahie et des failles systémiques d'un encadrement qui n'a pas su protéger. Agnès sera enterrée à Paris le 26 novembre 2011, jour de son 14e anniversaire.
Certains avaient côtoyé Agnès quand elle était encore scolarisée à Paris. La jeune fille qui avait rejoint le collège du Chambon-sur-Lignon laisse un souvenir unanime. L'analyse de la chambre de Mathieu au sein du pensionnat relève plusieurs éléments troublants. Sur son bureau, des écrits violents, des dessins sombres, des scénarios imaginaires de domination. Sur son ordinateur, des recherches inquiétantes, parfois liées à des actes de torture. Les enquêteurs découvrent qu'il tenait un journal, un carnet noirci d'idées morbides, de fantasmes de contrôle. Rien, à première vue, ne laissait penser qu'il passerait à l'acte. Mais ces éléments montrent qu'il élaborait, dans sa solitude, des pensées profondément dérangeantes. L'enquête va mettre en lumière une série d'erreurs. Comment un jeune homme en attente de jugement pour viol a-t-il pu se retrouver dans un pensionnat au contact d'autres adolescents sans que personne ne soit informé de son passé? Les responsables de l'établissement diront qu'ils n'étaient pas au courant. Pourtant, certains documents indiquent le contraire. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse, les magistrats, les éducateurs, tous se renvoient la responsabilité. Le procès de Mathieu se déroule en 2013, à huis clos, en raison de son jeune âge au moment des faits. Après Patrick Dils en 1989, c'est la deuxième fois qu'un mineur est condamné à la perpétuité. Une peine très lourde, exemplaire, qui va bien au-delà des réquisitions du parquet. Pas d'excuse de minorité donc pour Mathieu, 17 ans. Au moment des faits, il a été jugé pleinement responsable de ses actes. De quoi soulager les parties civiles. Les éléments rendus publics révèlent un portrait glaçant. L'adolescent est décrit comme manipulateur, menteur, doté d'une double personnalité. Les experts psychiatres parleront d'une absence totale de remords, d'un profil dangereux, potentiellement récidiviste. Il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, une peine rarissime pour un mineur. À la suite du meurtre d'Agnès Marin, le collège Cévenol, jusqu'alors respecté pour ses valeurs humanistes et son engagement en faveur d'une éducation alternative, s'est retrouvé en première ligne. Ce collège privé, situé dans un environnement rural, prônait un enseignement basé sur la confiance, l'ouverture d'esprit, la liberté individuelle. Mais cette philosophie, louable en apparence, a été remise en question après le drame. Une ignorance dangereuse ou une négligence? La première polémique a surgi très rapidement. L'établissement était-il au courant du passé judiciaire de Mathieu? Selon la direction de l'époque, personne n'avait été informé officiellement que ce jeune homme avait été mis en examen pour viol quelques mois plus tôt. Ni les professeurs, ni les surveillants, ni même le directeur ne savaient qu'ils accueillaient un adolescent sous contrôle judiciaire pour un crime sexuel grave. Pourtant, les services judiciaires affirmeront, de leur côté, avoir transmis certaines informations à des éducateurs ou à des référents sociaux. Une zone grise va dès lors émerger. La transmission de ces informations sensibles s'est-elle perdue en chemin? A-t-elle été volontairement minimisée ou simplement mal encadrée par des procédures floues? Le rapport de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, publié quelques mois après les faits, a conclu qu'aucune notification formelle n'avait été faite au collège concernant les antécédents pénaux de l'élève. Le juge des enfants avait imposé un suivi éducatif, mais aucune interdiction spécifique de présence en milieu scolaire, mixte ou en internat n'avait été prononcée. Une ambiance de confiance devenue vulnérabilité. Le Cévenol était un internat atypique, pas de clôture, peu de surveillance intrusive, beaucoup de liberté accordée aux élèves. On y croyait à la responsabilisation, en la pédagogie par la confiance. Cette approche, héritée de traditions protestantes et de l'histoire résistante du village pendant la Seconde Guerre mondiale, donnait à l'école une image presque utopique. Mais cette absence de contrôle rigide s'est révélée dangereuse dans ce contexte. Mathieu, déjà décrit comme manipulateur, a su donner le change, apparaissant comme un adolescent calme, intelligent, bien intégré. Son comportement n'a pas alerté les adultes, aucun signal formel n'a été transmis, aucun protocole spécifique n'a été activé, car personne n'imaginait qu'un élève puisse représenter un danger aussi extrême. L'école finit par se retrouver devant les tribunaux. Les parents d'Agnès Marin, après le meurtre de leur fille, ont décidé d'attaquer l'État et l'établissement de Cévenol
pour faute lourde. Ils ont estimé que leur fille n'avait pas été protégée, que des manquements graves avaient eu lieu, tant dans le suivi de Mathieu que dans la sécurité du pensionnat. Au cours du procès civil, il a été reproché au collège un manque d'encadrement et une absence d'information sur le passé judiciaire de Mathieu. Mais en l'absence de preuves formelles que l'établissement a été informé, il n'a pas été condamné pénalement. Cependant, le dommage moral et la perte de confiance du public ont, eux, eu un impact dévastateur. De nombreux parents ont retiré leurs enfants. L'image de l'école a été gravement écornée et le corps enseignant a été profondément marqué. L'établissement est entré dans une crise de réputation et de gestion. Tout ça a finalement amené à la fermeture du collège de Cévenol, moins de 3 ans après la tragédie, en août 2014. Le collège Cévenol a fermé définitivement ses portes. Officiellement, il s'agissait de difficultés financières, d'une chute du nombre d'élèves inscrits et de problèmes de gestion structurelle. Mais dans les faits, l'ombre du meurtre d'Agnès Marin planait toujours. Le traumatisme était encore vif dans l'ensemble de la communauté éducative. Des professeurs ont quitté l'établissement, des anciens élèves ont témoigné de leur choc. L'école, autrefois symbole d'ouverture et de tolérance, est devenue, malgré elle, le lieu associé à une horreur inexcusable. L'affaire Agnès Marin déclenche une vague d'émotions à travers la France. Les médias s'emparent du sujet, les débats s'enflamment. Faut-il mieux informer les établissements scolaires? Faut-il mieux encadrer les mineurs en attente de jugement pour les crimes graves? Des pétitions voient le jour. Le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, évoquera l'affaire publiquement. Des familles, des éducateurs, des magistrats s'interrogent. Le drame d'Agnès devient un symbole des failles du système. Les parents d'Agnès vont témoigner dans les médias avec une dignité bouleversante. Leur douleur est indescriptible. Ils parlent de leur fille comme d'un rayon de soleil éteint trop tôt. Leur lutte devient aussi judiciaire. Ils attaquent l'État pour faute lourde. Ils veulent que justice soit faite, mais aussi que plus jamais un tel drame ne se reproduise. Ils écrivent un livre, participent à des conférences, alertent sur les lacunes de la protection des jeunes. Agnès Marin n'était qu'une adolescente avec ses rêves, ses espoirs, ses fragilités. Elle est devenue, malgré elle, le symbole d'une société qui n'a pas su la protéger. Ce crime d'une rare savagerie ne doit jamais être oublié. Son nom, son sourire, sa vie doivent rester gravés dans les mémoires pour que l'on n'oublie jamais qu'au-delà des faits divers, il y a des êtres humains, des familles, des tragédies bien réelles. Agnès Marin aurait eu 27 ans aujourd'hui. Elle aurait pu devenir comédienne, avocate, enseignante, mais sa voix a été étouffée à jamais. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de ne pas l'oublier, ne jamais l'oublier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cette histoire est bouleversante. J'ai eu beaucoup de difficultés à me pencher sur cette affaire car je ressens de la frustration par rapport à la négligence qu'il y a eu par rapport à Mathieu. Je trouve ça épouvantable que le système n'a pas pu rien faire pour lui. Et à cause de ça, ça a coûté la vie d'une adolescente qui avait toute la vie devant elle. Elle avait seulement 13 ans. C'est épouvantable. Bref, si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas forcément, je vous invite à la liker, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Merci infiniment pour les 3000 abonnés, plutôt les 3200 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Ça me touche beaucoup. Et puis, en attendant, nous on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, tout finit par se savoir. À bientôt.